l'annonce du concours Policy Papers et le panel 5, les corridors énergétiques. À 14h30, le panel entre Tunisia Automotive Association et l'AAM, développement de la chaîne de valeur du secteur des composants automobiles. Et entre 16h30 et 18h, le panel 7, commerce intra-africain, construire des chaînes de valeur structurées et des corridors d'investissement. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi consulter le programme par rapport aux autres salles, aux différents panels, à la salle VFS, Irène, Lim et Salambo. N'oubliez pas aussi que les B2B ont déjà commencé. N'oubliez pas de vérifier sur l'application si vous avez des rendez-vous à confirmer ou en attente. Voilà, nous passons directement au panel et je cède la parole à Madame Cécile Rielan, chef de mission adjointe à l'OIM Tunisie, modératrice de ce panel avec les différents panélistes et je vous souhaite un bon panel. Merci beaucoup. Désolée. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci aussi pour l'introduction. Donc, comme il a été dit, je suis donc Cécile Rialan, la chef de mission adjointe de l'Organisation internationale pour les migrations ici en Tunisie. Et c'est un grand honneur de vous accueillir pour ce panel qui va vraiment traiter, je pense, d'un sujet qui est absolument au centre des débats ici au FITA. Donc on va vraiment se focaliser pendant les 90 minutes à venir sur comment renforcer la connectivité entre l'Afrique et les entreprises mondiales à travers l'activation des réseaux de la diaspora comme levier stratégique pour l'investissement et l'expansion des marchés. Et je pense que c'était très signifiant que lors de la cérémonie d'ouverture hier, il y a eu ce prix remis justement à un entrepreneur de la diaspora tunisienne qui démontre vraiment à quel point, effectivement, ces membres de la diaspora sont au centre des chaînes de valeur et de tous les éléments qui sont discutés ici dans cet événement. Donc, comme je le disais, cet événement est organisé par l'OIM, mais aussi en partenariat avec l'Agence italienne pour la coopération au développement, et donc que j'aimerais chaleureusement les remercier, parce qu'en fait, ce sont nos partenaires privilégiés pour tout ce travail que nous faisons par rapport à l'engagement de la diaspora. Donc on a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui on a 4 panélistes éminents que je vais brièvement présenter. Donc tout d'abord nous avons Monsieur Jalel Tebil qui est le directeur général du FIPA et président par intérim du TIA, donc bienvenue. Nous avons Monsieur Gibril Fall qui est le fondateur et directeur de Remitaid, donc bienvenue à vous Gibril. Nous avons également Madame Safa Benhadj Mbarek Mshkar, qui travaille pour la Banque africaine de développement. Et enfin, nous avons Monsieur Ahmed El Fadel, qui est le président de la Tunisian Space Association et cofondateur de CTO de Climate Innov. Beaucoup de casquettes, vraiment un parcours remarquable et croyez-moi, vous allez être très impressionnés quand vous allez l'entendre. Donc, nous allons évidemment entendre donc nos panélistes dans quelques minutes, mais tout d'abord quelques mots d'introduction par rapport à ce sujet qui est effectivement très riche. Donc, comme vous le savez, dans un contexte mondial qui est marqué par la reconfiguration des chaînes de valeur, l'essor du nearshoring et la recherche de nouveaux partenariats économiques, les diasporas occupent aujourd'hui une place centrale dans la connectivité économique entre l'Afrique et le reste du monde. Elles ne sont plus seulement associées aux transferts financiers. Elles sont devenues des acteurs économiques à part entière, capables d'influencer des dynamiques d'investissement, d'innovation et d'accès au marché. Donc les diasporas africaines, par leur présence dans les grands pôles économiques mondiaux, constituent des passerelles uniques entre les écosystèmes d'origine et d'accueil. Elles facilitent la circulation de l'information, réduisent les asymétries de marché et ouvrent des portes vers des opportunités commerciales souvent inaccessibles autrement. Leur capacité à naviguer simultanément dans plusieurs environnements économiques en fait des acteurs hybrides, stratégiques et profondément connectés aux transformations globales. Donc la diaspora tunisienne illustre parfaitement cette réalité. Forte d'une puissance mondiale diversifiée, elle représente un capital humain, économique et relationnel considérable.
Ses contributions financières demeurent essentielles, mais son rôle dépasse largement cet aspect. Elle accompagne l'implantation d'entreprises tunisiennes à l'étranger, facilite des partenariats et soutient l'intégration de la Tunisie dans des chaînes de valeur régionales et internationales. En Afrique, la diaspora tunisienne, bien que numériquement modeste, on parle d'à peu près 70 000 Tunisiens présents sur le continent et seulement 7 200 hors Afrique du Nord, occupe une place néanmoins stratégique dans plusieurs secteurs clés, tels que les services, les technologies, la santé, l'ingénierie et le commerce. Elle constitue un relais de confiance essentiel pour les entreprises tunisiennes souhaitant s'implanter sur le continent africain tout en contribuant activement au renforcement des dynamiques de coopération économique tant sud-sud que nord-sud. Donc vraiment, la Tunisie aussi bénéficie par ailleurs d'atouts structurels qui renforcent son positionnement. Une proximité géographique avec l'Europe, une intégration dans les chaînes de valeur euro-méditerranéennes, un capital humain hautement qualifié et une expertise reconnue dans les services à forte valeur ajoutée. Donc dans ce contexte, la diaspora peut jouer un rôle déterminant pour connecter les entreprises tunisiennes aux marchés africains, mais aussi pour attirer des partenariats triangulaires Europe, Tunisie, Afrique. Donc c'est dans cet esprit que s'inscrit ce panel et c'est ce que nous allons explorer donc, avec nos distingués panélistes dans quelques instants. Donc ce que nous souhaitons faire, c'est vraiment de discuter pas seulement du diaspora comme un potentiel, mais vraiment d'explorer quelles sont les voies qui permettent de transformer ce potentiel en moteur réel de développement, de compétitivité et de coopération. Et vraiment de voir comment ces réseaux peuvent devenir des leviers concrets d'investissement, d'expansion commerciale et de création de valeur au service d'une intégration économique africaine plus forte et plus inclusive. Donc, si vous pouviez ouvrir mon micro pour que je puisse passer, s'il vous plaît. Ça devrait fonctionner maintenant. Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais à l'instant, je suis très très heureuse maintenant de pouvoir me tourner vers nos panélistes. Donc, comme vous le voyez, la conversation sera essentiellement en français, et j'en perds mes notes. Merci, monsieur. La conversation sera essentiellement en français, mais néanmoins, notre invité Guibril Fall s'exprimera en anglais. Donc, vous avez des casques de traduction simultanée qui sont accessibles dans la salle. Donc, effectivement, tout d'abord, je voudrais me tourner vers vous, monsieur Tebib. Donc, comme je rappelle, vous êtes le directeur général du FIPA. On va commencer par la perspective tunisienne. Donc, comment le FIPA perçoit-elle aujourd'hui le rôle des Tunisiens résidant à l'étranger comme levier d'attractivité économique, de partenariat stratégique et d'ouverture sur le monde, et comment mieux capitaliser sur ce potentiel ? C'est bon, je pense que c'est bon. C'est bon, ça marche. Okay. Merci, Madame Cécile. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les organisateurs de la FITA pour le succès, le franc succès que cette édition a eu lors de l'ouverture hier et la continuation des travaux aujourd'hui. Je pense qu'avec ce beau monde qui vient aujourd'hui, donc pour la matinée, pour continuer à écouter les débats sur des sujets d'actualité. Je pense que c'est un succès et je félicite Anis Jazil et toute l'équipe qui a travaillé sur le FITA. Je pense que maintenant, dorénavant, il s'agit d'un événement qui s'impose avec d'autres événements donc, non moins importants qu'on organise. Donc, aussi bien donc, côté public, mais aussi donc, côté privé. Aussi, donc, je vous félicite donc, pour vos fonctions en Tunisie et vous souhaite plein succès dans vos missions. Également pour saluer votre engagement pour la diaspora, pour
les actions donc, de promotion et d'encadrement de la diaspora tunisienne et d'une façon générale donc, pour le flux migratoire qui vient pour la Tunisie. Et donc on est reconnaissant à l'ensemble des actions qu'on est en train de faire ensemble avec votre organisation, l'OIM. Mesdames et messieurs, donc avec plaisir donc, de participer et de discuter et de donner le point de vue de la FIPA, de notre agence, sur ce point crucial, à savoir le rôle de la diaspora dans le développement économique de la Tunisie, les perspectives, les actualités et les perspectives. En fait, la FIPA, comme son nom l'indique, c'est la Foreign Investment Promotion Agency. Donc, par essence, par nature, notre mission, c'est d'encadrer, c'est de promouvoir la Tunisie comme un site d'investissement et d'implantation pour nos amis investisseurs étrangers. Donc, par définition, le scope d'activité de la FIPA, c'est les investisseurs étrangers. Alors, pourquoi on est aussi concerné par la diaspora tunisienne vivant à l'étranger? Donc, c'est certainement la place qu'on réserve à cette diaspora parce qu'elle contribue largement dans l'effort de l'investissement et le développement de la Tunisie. En fait, vous savez très bien l'importance donc, de la diaspora, les flux donc, financiers, les fonds qu'ils transfèrent vers le pays. Ça, c'est important. Vous avez souligné l'importance de ces fonds. Mais au-delà des fonds, il y a aussi tout ce qui est social, tout ce qui est donc transfert de technologie, tout ce qui est donc possibilité donc de partenariat et possibilité donc de créer des ponts entre la Tunisie et l'étranger, et le monde étranger et le monde à travers la diaspora. Donc c'est capital, c'est maintenant un axe de travail de la FIPA et pratiquement dans tous les événements qu'on organise, soit à l'étranger, soit en Tunisie, la composante promotion de l'investissement et encadrement de la diaspora, c'est un point fixe dans nos activités. En fait, nous avons entrepris depuis quelques années beaucoup d'actions avec nos partenaires, avec l'OIM certainement, mais avec la GIZ, avec Business France, beaucoup d'événements qui ciblent la diaspora. Parce que la diaspora, donc on les cible parce qu'eux-mêmes, c'est des cibles potentielles pour investir et pour s'implanter en Tunisie. Ça, c'est certain. La diaspora tunisienne et en particulier les compétences tunisiennes vivant à l'étranger également occupent dorénavant des places stratégiques dans les pays d'accueil et donc on essaye de les toucher pour sensibiliser à travers ces compétences tunisiennes à l'étranger le monde des affaires, donc le monde du business dans leurs pays respectifs. Et c'est à travers eux qu'on a eu beaucoup d'implantations en Tunisie, d'implantations réussies. Ce n'est pas, on est grâce à travers les actions de ciblage des investisseurs étrangers eux-mêmes, mais c'est surtout à travers le ciblage des Tunisiens à l'étranger. Et nous avons beaucoup de cas d'exemples, de success stories, de cas de réussite, où des Tunisiens à l'étranger, vivant à l'étranger, à travers eux, on a pu toucher des grands leaders mondiaux pour les inviter à venir en Tunisie, pour considérer la Tunisie dans leur politique de globalisation, de mondialisation, et c'est à travers eux qu'ils ont confirmé leur choix pour la Tunisie. Donc, on cible les diasporas tunisiennes à l'étranger en tant que cible parce qu'eux-mêmes, ils constituent une force et une possibilité de l'investissement en Tunisie à travers, en tout cas, les fonds qu'ils envoient en Tunisie. Et on sait très bien que la majorité des fonds vont pour l'immobilier, pour les placements, mais une petite partie qui va vers l'investissement. Et on essaye de canaliser les fonds de ces Tunisiens à l'étranger. Deux, on essaye de les toucher pour qu'ils soient des ponts entre la Tunisie
et les investisseurs étrangers. Je ne sais pas si, je ne vais pas donc m'accaparer la parole, mais je ne sais pas si tout à l'heure, je vais vous donner des exemples d'actions phares, même tout récemment, en France, en Italie, un peu partout dans le monde. Et vraiment, à travers ces actions, on a pu toucher beaucoup donc, de Tunisiens vivant à l'étranger. Merci infiniment. Effectivement, le travail que vous faites est absolument remarquable et est vraiment au centre justement de ce dont on est en train de parler aujourd'hui. On sera heureux effectivement de vous entendre ensuite parler d'exemples plus précis. Merci beaucoup. Donc on va passer maintenant la parole à donc Madame Safa Benhadj Barakmchkar, qui est donc notre partner in crime, comme on dit en anglais, au sein donc de la Banque africaine de développement, pour justement voir comment nous, en tant qu'organisation internationale, on peut effectivement travailler avec cette question des diasporas vraiment au centre de notre action quand il s'agit de soutenir le développement socio-économique. Donc vraiment très, très heureuse que vous soyez avec nous, Safa, aujourd'hui. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est la suivante. Donc les transferts financiers de diaspora représentent déjà une ressource majeure dans de nombreux pays africains. Et du point de vue donc de la Banque africaine de développement, comment mieux convertir ces remises de fonds, qui sont encore largement, comme on le sait, orientées vers la consommation et le soutien familial, en capital de long terme, au service de l'investissement productif et de la transformation économique du continent. Merci, Safa. Merci beaucoup, Cécile. Donc, et tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs du FITA, mais aussi de remercier nos partenaires, l'IOM, d'avoir proposé cette thématique. Une thématique qui est aujourd'hui à l'intersection de l'investissement, les diasporas, les chaînes de valeur, mais aussi le financement du développement. Donc, comme vous l'avez dit, dans les transferts de la diaspora, et la diaspora est devient de plus en plus un acteur économique majeur, mais aussi une ressource économique pour le financement du développement. À la BAD, nous accordons une place centrale dans un nouveau modèle de financement qui allie partenaires financiers, secteur privé et aussi les diasporas, donc à la diaspora dans ce modèle de financement du développement. Et particulièrement, nous pensons que la diaspora représente une opportunité stratégique pour le développement des chaînes de valeur pour lesquelles le continent africain peut avoir un avantage comparatif. Et maintenant, la question n'est plus, et particulièrement pour les pays de l'Afrique du Nord, pour une grande partie des pays de l'Afrique du Nord, la question n'est plus seulement comment mobiliser plus de fonds de la diaspora, mais comment les canaliser vers des investissements structurants et de long terme. Pour cela, trois leviers semblent essentiels à ce stade. Premièrement, il faut penser à structurer des véhicules d'investissement adaptés à la diaspora. Donc, là, on peut poser quelques exemples comme des fonds dédiés, des diaspora bonds. Donc, dans le continent, on a des expériences des diaspora bonds, des investissements, des plateformes d'investissement, mais aussi encore penser d'une manière très innovatrice à des mécanismes de co-investissement associant diaspora, institutions financières locales et partenaires de développement. Le deuxième levier qui est très important pour pouvoir canaliser ces ressources destinées à la consommation vers l'investissement principalement, c'est de dérisquer ou bien de réduire le risque perçu par la diaspora qui est toujours l'un des freins moteurs à l'investissement de la diaspora. Et pour cela, donc, la BAD est bien positionnée avec ses instruments financiers pour dérisquer les investissements, pour inciter et encourager, donner des garanties à la diaspora africaine d'investir, d'orienter leurs capitaux vers l'investissement sur le continent. Le dernier point serait aussi de savoir comment connecter ces ressources à des projets bancables et aussi à mettre en échelle, à concentrer et à canaliser ces investissements aujourd'hui dispersés
vers une seule plateforme connectée à des ressources, à des projets bancables dans les chaînes de valeur africaines. Donc, ainsi, la mobilisation de la diaspora serait plus efficace si elle est reliée à un pipeline clair d'opportunités d'investissement dans des secteurs stratégiques. En résumé, pour canaliser les investissements vers plutôt les fonds de la diaspora vers les investissements, il s'agit maintenant de transformer une dynamique qui est déjà existante dans les pays de l'Afrique du Nord, mais aussi dans d'autres pays africains, dans d'autres pays du continent, en un levier structuré de développement. Donc voilà, bon, je pense, merci. Merci infiniment, Safa. Je pense que vous avez très très bien effectivement parlé du pouvoir de connecter la diaspora à travers des instruments financiers adaptés qui existent dans certains pays, pas dans tous les pays. Donc vraiment maintenant la question c'est celle de la mise à l'échelle. Donc ce sera intéressant aussi de vous entendre par rapport à ça, mais c'est très 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 intéressant. Merci beaucoup. Maintenant j'aimerais me tourner vers Monsieur Gibril Fall. Gibril, it's going to be about you. Juste pour dire que Gibril Fall est vraiment une légende quand il s'agit de l'engagement de la diaspora, parce que ça fait vraiment plusieurs décennies, je dirais, que Gibril travaille sur ces questions et qui bénéficie la communauté internationale de ses connaissances. Donc on est particulièrement honoré d'avoir Monsieur Fall avec nous aujourd'hui. Donc Gibril, comme je le disais, vous êtes le fondateur et le directeur de Remitaid. Et donc j'aimerais vraiment avoir votre point de vue particulier comme acteur de la société civile, comme aussi quelqu'un qui vient du monde académique. Donc comment passer aujourd'hui de flux de remise de fonds qui sont encore majoritairement orientés vers la consommation, comme on le disait tout à l'heure, vers des mécanismes structurés, mutualisés, et orienté vers l'investissement, capable de soutenir les chaînes de valeur africaines et une transformation économique durable. Donc, comment utiliser justement un petit peu ce que disait Safa par rapport à des nouveaux instruments financiers pour vraiment ensuite le transformer vers la question des chaînes de valeur et avoir l'échelle dont on a besoin. Merci, Gibril. Thank you very much, Cecile. I've known Cecile for a long time, so we're friends. She's kind to me. My response will be building on the comments we've just heard. But I'll start by making an observation to say what's wrong with consumption. All of capitalist society is based on consumption. So the fact that a good part of remittances is consumed rather than regenerative in nature by itself is not a bad economic situation. The money comes into Tunisia. If it's consumed by it's being spent in building houses or parties for weddings, these are all spent in businesses. It promotes the circulation of money in the local economy. So that by itself have an effect. If we say that, yes, indeed, it would be better if it's regenerative, that is true. But to better understand this, I think it would be good to refresh our minds that remittances is only one of 4 main types of diaspora finance. It is the most well-known one, but it is the one that is given to people that we know. So only 10% of remittances is invested in businesses, but the 90% is a good thing. And that 90%, there is almost no chance that we can move it into investment. Because what is it being spent on now? School fees, health, and other social provisions, and that should continue. So the efforts and what we've seen that's successful in the case of inward investment in Tunisia or investment in particular sectors across the world is to try to tap in to the other 3 forms of diaspora finance.
The other three are diaspora philanthropy, which is remittances is money I, as a diaspora and migrant, would send to people I know, family and friends. Diaspora philanthropy is money that I send to people I don't know. So there's a disaster or there's something else, I contribute towards the community. But for the purposes of this discussion, I think we're interested in the other two forms of diaspora investment finance, which is diaspora portfolio investment and diaspora direct investment. For diaspora portfolio investment, we've heard the mention of diaspora bonds. These are regulated instruments that the diaspora can contribute to. And in Africa, this is underdeveloped. There has been 4 countries attempted to do diaspora bonds, and the literature may tell you that it's been a success, but the Nigeria case of 2017 is the only success. The thinking and the mechanisms that have developed so far is that one can develop diaspora-targeted bonds, which would be even local instruments. So instead of global bonds that are sold in London, Paris, and New York, you can make local instruments to encourage something else, that is diaspora contribution to domestic resource mobilization. And these days, the use of technology and apps can make it work, and different things are being tried in different areas. My last observations would focus on diaspora direct investment. Many of the participants in this room are in that sector, that is direct investment, whereby we're putting our money in businesses in which we have some influence. I've just completed a study that was done in partnership with the Frederick Ebert Foundation, Afford in UK, and the Gambia, the government of the Gambia. By the way, I'm from the Gambia, although I left when I was 18. Gambia is a small country that we've used as a case study. In the year 2023, in the year 2024, the amount of foreign direct investment to Gambia was $264 million. Don't laugh, it's very small, but it's a small country. But for the first time, we've developed a methodology to measure diaspora direct investment. And the first report is for Gambia. For the same year, it was $345 million. So it is more than foreign direct investment. Of course, it is a country without oil or other resources that tend to attract heavy foreign direct investment. But it shows, and if you take the remittances to Gambia is about $900 million. So apart from that 900 million, you have 345, which is diaspora direct investment. We've heard from the Tunisian inward investment mechanism that some of the things you can do are, number one, the incentives that you have for investment coming in, have a separate one for diaspora. So if to trigger tax incentives, you have to invest 50 million for FDI. For diaspora, make it 5 million, something else. Number two, you have a dedicated desk just for diaspora engagement, because the way they do business is slightly different from how the big businesses do. And finally, just to reinforce the point of that diaspora direct investment, we all agree to the benefits of hard currency coming to the country. But there's one other advantage over FDI. That is, a significant part of the surpluses of diaspora direct investment are not repatriated. They are maintained and reinvested. That's one. And secondly, the diaspora also holds savings abroad. And a significant part of those savings are not coming in. So if you have mechanisms as regulated products and incentives, you will be able to attract those flows. And that's important because FDI fluctuates, and for poorer countries that have a higher dependence on official development assistance, we all know what's happening with that, in that it's going down at the fastest rate ever noticed. Thank you.
Thank you so much, Gabriel. As usual, as always, you've managed somehow to bring things in perspective, and I think that's extremely helpful. And just started with your first point about the importance of investment in consumption. That is part of what makes the economy tick, run. So that's not in itself a bad thing, and not something that we should ignore. And also the fact that we should not be too ambitious in thinking that we can shift those remittances going into direct consumption to investment. This is not going to happen in that way. So we need to be realistic about that. And this is in itself a reality that is not a bad reality. So in terms of how we move forward and policies and incentives we put in place, we need to do that around that reality. So thank you so much, Gabriel. So now, j'aimerais passer donc à notre dernier panéliste. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, je pense, Monsieur Ahmed El Fadi, vous êtes vraiment un exemple remarquable à proprement parler du pouvoir de la diaspora tunisienne, notamment quand on a, comme avec vous, un profil de très haut niveau dans des sujets qui sont extrêmement stratégiques. Donc là, on parle du fait que vous êtes donc le président de l'association tunisienne pour l'espace et le cofondateur de Climate Innov. Donc extrêmement bien placé. Et vous, vraiment, vous êtes entre plusieurs espaces géographiques, parce que vous venez de me dire, vous revenez juste des États-Unis. Vous êtes aussi très présent dans l'espace géographique européen, évidemment ici, de ce côté, ici, la Méditerranée. Donc votre perspective est particulièrement importante. Donc, au regard justement de votre parcours, qui est donc non pas simplement, comme je disais, à l'intersection de plusieurs espaces géographiques, mais aussi du spatial, du climat et des technologies avancées, comment mieux mobiliser les compétences de la diaspora, en particulier les profils hautement qualifiés, pour contribuer au développement de chaînes de valeur durables à forte valeur ajoutée, non seulement pour la Tunisie, mais aussi pour l'Afrique. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous remercie énormément de m'avoir invité dans cet excellent cadre de la FITA. En fait, je me considère comme un citoyen du monde. Je suis tunisien, mais je suis né en Asie. J'ai passé ma vie entre l'Afrique et l'Europe. Et en fait, je viens de rentrer des États-Unis, effectivement. Je vais donner des exemples très concrets, en fait, pour que ça soit plus direct. En fait, en 2019, je travaillais chez une société belge qui construit des satellites d'observation de la Terre militaires au profit de l'OTAN. Et en fait, j'ai appris qu'à Tunis, en fait, dans le cadre du sommet arabe de Tunis en 2019, il y avait l'annoncement, en fait, une annonce de la création de l'agence Arab Space Cooperation Group. En fait, c'est une agence spatiale, bon, c'est pas une agence spatiale, c'est une forme de coopération inter-pays arabes dans le domaine du spatial. Et en fait, il y avait 11 pays, il n'y avait pas la Tunisie. Et en fait, c'était frustrant, honnêtement, parce que ça m'a vraiment donné envie d'agir. J'étais loin de la Tunisie, mais je travaillais dans ce secteur. Du coup, ce que j'ai fait à travers mon réseau, en fait, je connaissais Dr Farouk El-Baz, qui travaillait pour la NASA et qui était aussi conseiller de l'Agence spatiale des Émirats arabes unis, qui était le leader de ce groupe arabe du spatial. Et du coup, je l'ai contacté, je lui ai dit, dommage, il n'y a pas la Tunisie, il y a l'Égypte, est-ce qu'il y a moyen d'appuyer en fait l'inclusion de la Tunisie dans ce groupe? Et du coup, il m'a directement mis en contact avec l'Agence spatiale émirati. Et je me suis retrouvé pendant 8 mois à en fait coordonner et faciliter les échanges entre l'Agence spatiale émirati et les acteurs du gouvernement tunisien qui étaient en relation avec le spatial ou qui avaient des activités de recherche ou civiles ou militaires dans le secteur. Et du coup, en fait, à la fin de l'année, la Tunisie a rejoint le groupe arabe de coopération dans le spatial et j'étais tellement ravi de faire ça de ma propre initiative et je considère que c'était un de mes meilleurs achievements en fait pour ma vie entière jusqu'ici. Et du coup en fait dans ce groupe-là, ça a permis en fait à plusieurs ingénieurs de plusieurs pays arabes, y compris la Tunisie, de contribuer au développement du premier satellite pan-arabe 813 en fait et qui est déjà lancé dans l'espace. Et ça c'était vraiment quelque chose qui me rend fier. Je rentre aussi
aussi des États-Unis parce que en fait, les US, en fait, le département des Affaires étrangères des États-Unis, ils ont créé un programme qui s'appelle en fait Engaging with Rising Generations in the Space Nations. J'étais très fier en fait de représenter la Tunisie, mais aussi la région MENA dans ce programme qui a pris en fait 19 représentants du monde entier de 5 continents. Il y avait l'Agence spatiale française, il y avait les Portugais, les Suédois, il y avait le Sénégal, le Kenya. On était 4 en Afrique, mais j'étais le seul sur la région MENA. Et ça m'a fait plaisir parce que j'étais sélectionné comme président d'une association tunisienne qui a été créée, qui est la seule finalement organisation qui est 100% spécialisée dans ce secteur spatial, et ça m'a fait plaisir finalement de pouvoir être sélectionné pour représenter la Tunisie dans ce programme de très haut niveau. Ça nous a permis en fait de passer 3 semaines aux États-Unis, 4 centres de la NASA, plusieurs bases militaires de la Space Force, des rencontres avec des acteurs industriels, participer au plus grand événement d'industrie spatiale au monde au Colorado. Bien sûr aussi des acteurs académiques qu'on a visités qui sont tous spécialisés dans ce secteur qui est presque naissant en Tunisie. Et c'est vraiment un grand honneur pour une ONG qui en fait rassemble des Tunisiens à l'étranger, de la diaspora, mais aussi des Tunisiens locaux qui vivent ici en Tunisie, de pouvoir en fait représenter la Tunisie dans ce secteur. Et du coup en fait ces 2 exemples que je voulais mentionner, c'est pour dire que finalement ce qu'on peut apporter en gros comme diaspora, c'est vraiment le savoir-faire déjà technique et scientifique dans des secteurs qui ne sont pas encore assez développés, mais je ne parle pas de tous les secteurs, parce que par exemple dans le secteur du développement logiciel ou du data science, on a des talents ici en Tunisie qui dépassent même les compétences en fait dans certains pays très développés. Donc, mais dans d'autres secteurs qui sont encore naissants ou qui n'étaient pas des secteurs stratégiques de la Tunisie, il est important en fait de s'appuyer en fait sur le savoir-faire de la diaspora, qui sont des experts dans ce domaine, mais aussi le plus important, c'est aussi leur connaissance des 2 pays en fait, leur pays d'origine et leur pays de résidence. Donc ils connaissent très bien les écosystèmes, bon, pas nécessairement les écosystèmes, mais surtout les besoins dans leur pays d'origine et le niveau de capacité dans leur pays de résidence. Leur réseau, bien sûr, étranger qui permet... En fait, ils peuvent certainement apporter des investissements personnels, mais moi, je pense que le plus grand impact peut venir plutôt de leur connaissance dans les investisseurs privés qui sont à travers du monde, qui sont en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Afrique aussi, mais en fait, qui peuvent... En fait, c'est pas suffisant, je pense, l'investissement personnel. C'est primordial presque, mais ils peuvent apporter beaucoup plus d'investissements, des venture capitals, des différentes institutions financières, surtout privées. C'est beaucoup plus facile que les institutions publiques et généralement ça va ensemble en fait. Donc l'un ne néglige pas l'autre. Après, ils ont aussi les réseaux pour la commercialisation parce que la plus grande difficulté, c'est de créer un produit ou un service. Bon, généralement, un produit, c'est beaucoup mieux, qui peut être compétitif à l'échelle mondiale et qui peut être commercialisé et acheté par en fait, des acteurs publics et privés à l'international. Mais comment arriver à faire ça d'une manière compétitive? Ça veut dire être parmi les meilleurs au monde et s'imposer dans le marché international. Finalement, moi je pense, comme je vous l'ai raconté dans la première expérience, la frustration, je dirais positive, qui fait la détermination de la diaspora pour agir. Et généralement, il n'y a pas, en fait, c'est pas... Ça peut exister, mais il n'y a pas que le driver financier en fait, qui fait que la diaspora souhaite agir dans le développement socio-économique du pays. C'est aussi en fait, cette rage et vraiment frustration de vouloir changer les choses vers le meilleur. Et voilà, ça c'est vraiment un grand atout qui caractérise la diaspora souhaitant s'engager dans le développement du pays, des pays d'origine. Ouais. Merci. Merci infiniment Ahmed. Peut-être, je vais rester avec vous, si ça ne vous dérange pas, parce que justement, vous avez montré votre parcours qui est individuel, qui est absolument remarquable et qui a vraiment beaucoup à faire avec vos qualités personnelles. Et quels auraient été les mécanismes incitatifs que vous auriez souhaité trouver sur votre chemin? Qu'est-ce qui peut-être aurait éventuellement manqué? Et qui, de votre point de vue, serait vraiment le plus efficace pour justement transformer cette rage individuelle en quelque chose qui peut être mis à l'échelle.
Très bien, merci beaucoup pour la question. Je vais être très concret en fait. Je pense que ça commence déjà par les ambassades et les missions des pays d'origine à l'étranger. En fait, parce qu'on manque d'informations sur les stratégies et les programmes actuels pour le développement de n'importe quel secteur en fait dans le pays. Donc il faut que l'information arrive claire et nette à la diaspora qui est à l'étranger à travers, je pense, les mieux positionnés, c'est les ambassades. Par exemple, les ambassades de Tunisie à travers du monde. Ensuite, en fait, les ambassades et les missions des pays de résidence et aussi les bailleurs de fonds, il faut aussi qu'eux, ils arrivent à communiquer les informations sur leurs priorités, leurs programmes de développement et d'investissement et de coopération avec les pays d'origine. Il faut que ça arrive aussi à la diaspora. Ça veut dire quelqu'un qui est basé en Allemagne, il doit connaître clairement quelle est la priorité de l'Allemagne actuelle en Tunisie. Et en fait, en joignant ces deux-là, pour moi, le meilleur mécanisme d'un point de vue conseil stratégique et échange et engagement avec les deux en fait, rives, je dirais, c'est les think tanks. On manque de think tanks qui rassemblent en fait les Tunisiens de la diaspora à l'étranger, qui peuvent être dans lesquels ils peuvent en fait organiser des échanges, des rencontres, que ce soit à l'étranger ou dans leur pays, pour en fait discuter de différentes des stratégies nationales et pouvoir être un acteur majeur. En fait, pour moi, ils doivent participer dans les négociations des coopérations bilatérales entre leur pays d'origine et le pays où ils résident ou le pays où ils ont dans lequel ils ont de l'expertise et des contacts. C'est ce qui permet en fait, à mon avis, de travailler sur en fait pendant mon voyage aux États-Unis, j'ai vu un des principaux en fait blocking points aux États-Unis et aussi en Europe. C'est le Export Control Regulations, les régulations de contrôle d'export, surtout dans les domaines high-tech. Donc ça, il faut vraiment que les représentants des deux pays ils doivent discuter ensemble pour trouver des solutions pour faciliter en fait et mettre en place des réglementations spécifiques bilatérales. Aussi, bien sûr, le transfert de technologie, ça c'est un élément bloquant en général et il faut en fait essayer de mieux le réglementer dans le cadre de coopération en fait bilatérale. L'accès au marché public, pareil, parce qu'en général on a une tendance de clôture, de fermeture des marchés et en fait d'exclusion des fournisseurs internationaux ou étrangers à ce marché. Donc ça, il y a moyen d'améliorer l'inclusion à travers dans ces secteurs. Bon, je peux mentionner par exemple Horizon Europe. La Tunisie est un acteur en fait est associé à Horizon Europe. Dans un cadre de coopération directe, ce qui lui permet en fait de bénéficier de pas mal de financement pour la R&D locale. Si on arrive à faire ça, c'est qu'il y a moyen de faire des choses encore plus avancées dans le domaine de l'industrie. Ensuite, donc, il y a les think tanks sur le niveau stratégique et je pense sur le niveau opérationnel, il faut considérer les associations sectorielles. Il y aura Tunisian Automotive Association tout à l'heure. Mais je pense que l'automotive, c'est déjà un secteur assez développé, qui est en cours aussi d'expansion. Donc ça, c'est un cas, une situation spécifique où une association, elle joue un rôle majeur dans le développement du tissu industriel dans l'automobile. Par contre, il y a des secteurs qui sont encore naissants, qu'il faut en fait avoir des approches un peu plus différentes pour pouvoir contribuer à leur développement à l'échelle nationale. Voilà, donc c'est principalement ça. Moi, je pense que les ONG peuvent aussi fournir un espace de rencontre et d'échange entre la diaspora et les talents locaux, ce qui permettra en fait, parce que la première chose quand on veut investir ou en fait lancer un projet dans notre pays ici, c'est les talents. Si on a accès aux talents, c'est déjà la moitié du chemin. Ensuite, bien sûr, toutes les réglementations, mais on a déjà une base assez solide pour faciliter en fait les investissements des Tunisiens à l'étranger dans leur pays. Donc voilà, moi je pense que c'est les think tanks principalement d'un point de vue stratégique et les associations et les ONG qui permettent de regrouper la diaspora et de les mettre en contact avec les talents locaux, de faciliter en fait ensuite le lancement de projets. Et on a déjà des exemples de cas courants qui ont bien réussi. Et voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Ahmed. Donc, je vais me retourner à nouveau vers vous, Monsieur le Directeur Général du FIPA.
pour peut-être avoir votre réaction justement sur tout ce que vient de dire Ahmed par rapport à son propre parcours, par rapport aussi aux mécanismes qui existent et ceux qui sont encore à créer, et comment cela résonne justement par rapport à ce que vous faites. Et tout à l'heure, vous nous disiez que vous aviez notamment des exemples très spécifiques que vous souhaitiez partager avec nous. Exactement, donc je confirme tout à fait les propos donc, de Sibel Fadel. Effectivement, la FIPA, et depuis longtemps, c'est pas nouveau, a entrepris beaucoup d'actions donc, pour cibler les Tunisiens résidant à l'étranger, les compétences tunisiennes à l'étranger, et même d'une façon générale la diaspora tunisienne à l'étranger. Ça fait presque 5 années, 6 ans, on a entrepris le programme Meet Africa, le programme App Tunisia. Il y a pas mal d'actions, de promotion et d'encadrement des Tunisiens issus donc, de l'immigration dans leur donc, développement. Et on a eu donc, beaucoup d'entreprises, de start-up réussies et qui ont donc, excellé dans les pays donc, de leur donc, résidence. Et c'est à travers ces programmes d'accompagnement que ces entreprises ont, en tout cas, on a contribué à leur plus de visibilité, plus de succès. Donc c'est un encadrement qui a été fait par la FIPA. Également, vous savez que l'événement phare de la FIPA, c'est le Tunisia Investment Forum, et la promotion de la diaspora, de ce que font la diaspora tunisienne à l'étranger, les succès, est un point donc, pratiquement fixe dans le programme de cette manifestation. Vous savez que la FIPA remet des prix, donc, des awards pour les entreprises qui se sont donc, distinguées, qui ont réussi. Et je dis bien donc, que les diasporas tunisiennes à l'étranger sont concernées par ces awards. C'est un message clé pour dire que la Tunisie, dans sa globalité, accorde beaucoup d'attention pour ces entreprises, pour ces success stories. Aussi, les actions de promotion et d'encadrement même des Tunisiens à l'étranger, je pense qu'également ça fait partie des actions de la FIPA. Vous savez, donc, on entreprend donc beaucoup de liens d'amitié avec les associations des Tunisiens qui vivent à l'étranger. Et je disais donc dans les déplacements, même des membres de gouvernement, même les déplacements de la FIPA, les actions de nos collègues représentants de la FIPA à l'étranger, on a toujours des actions de promotion de l'investissement étranger et également combinées à la présence de la diaspora. Et je disais tout à l'heure qu'à titre d'exemple, la semaine dernière, on a entrepris une belle action avec nos amis de la Chambre de commerce et d'industrie France-Tunisie. Donc c'est la chambre qui est constituée en France, dans la région Rhône-Alpes. Et c'est une action phare qui a donc touché des entreprises françaises de la région, certainement, des entreprises italiennes, donc de la région de Piemonte, mais certainement à des Tunisiens, et il y en a beaucoup dans la région de Rhône-Alpes. Et donc on a on a présenté des success stories, des entreprises tunisiennes vraiment qui ont excellé en France, mais un peu partout dans le monde. Donc également, je rappelle, si Ben Fadel, on a entrepris ensemble une action lors de la TICAD, dans le cadre de la promotion donc, des Tunisiens, et vous savez qu'on promet la Tunisie comme ingrédient donc, de succès pour les entreprises étrangères, c'est la disponibilité des talents, c'est le gisement de talents. Un domaine particulier, c'est dans le domaine de l'espace, et on a beaucoup de Tunisiens talents qui ont excellé, soit à la NASA, soit même à la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et vous vous rappelez que on a organisé une belle manifestation. On a voulu que ça soit encore de manière plus grandiose, mais faute de temps, faute de logistique. Mais en tout cas, c'était un bel exploit et je vous remercie. Même, ça fait des années auparavant. En tout cas, je disais que la FIPA entreprend beaucoup d'actions. Et si vous voyez même le volet communication, parce que si Ben Fadel parlait d'une asymétrie d'information, il faut doter les diasporas, les compétences tunisiennes à l'étranger de messages clairs que lorsqu'ils viennent en Tunisie, ils sont le bienvenu. Dans la typologie des investisseurs, nous avons les investisseurs locaux
qui ont généralement 80% de l'information, parce qu'ils sont sur place et ils connaissent l'écosystème, ils connaissent bien la législation. Tout de suite après, il y a les Tunisiens vivant à l'étranger, parce qu'ils ont des racines en Tunisie, ils connaissent un peu ce qui se passe en Tunisie, mais avec peut-être un peu plus, un peu moins de clarté. Et tout de suite après, il y a les investisseurs étrangers. Donc, à cheval, il y a les Tunisiens à l'étranger, et on essaye, à travers notre communication, de montrer les succès de ces entreprises étrangères. Je suis un peu modelé sur l'investissement étranger, mais en tout cas, même la diaspora, on essaye donc de présenter ces Tunisiens qui ont réussi, et même ces entreprises étrangères qui ont réussi en Tunisie, à travers des Tunisiens vivant à l'étranger. Et c'est des dizaines, des centaines même de cas de réussite. Je peux citer le cas de Visteon. On les a visités récemment et on a trouvé dans leur management, dans les ingénieurs qui ont ici en Tunisie, des ingénieurs, mais des Tunisiens qui vivaient auparavant au Canada et qui sont ramenés en Tunisie à travers cette société. Donc il y a pas mal d'exemples de ces success stories. On essaye de les partager avec tout le monde, avec les investisseurs étrangers eux-mêmes et aux membres de la diaspora. Comme ça, ils sont la garantie que lorsqu'ils vont retourner en Tunisie, ils ont l'assurance de trouver un écosystème vraiment très propice au développement de leur affaire et surtout parce que ces compétences, ils ne cherchent pas, comme il l'a dit, pas uniquement d'investir eux-mêmes, mais de trouver un écosystème qui répond à leurs attentes un peu élevées. Non, merci infiniment et je tiens ici à témoigner de l'excellent travail qu'effectivement fait la FIPA et à quel point nous, en tant qu'Organisation internationale pour l'immigration, on est très honorés de pouvoir être en partenariat avec vous. Et cet aspect de l'asymétrie de l'information, je pense que c'est vraiment un point absolument crucial et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à ce niveau-là, notamment cartographier, comme vous l'avez dit, les compétences des Tunisiens à l'étranger, aussi avoir un guide pour l'entrepreneuriat des Tunisiens à l'étranger en Tunisie, donc faire fi de la réglementation et de ces pièges. Il y a aussi une adaptation de la législation nationale tunisienne à l'heure actuelle pour faciliter justement ces investissements. Donc on sent vraiment que la Tunisie se mobilise de manière très radicale pour vraiment faire que cette valeur incroyable de ce personnel hautement qualifié, vos nationaux à l'étranger, puissent vraiment être des acteurs centraux dans le développement socio-économique de ce beau pays, mais aussi tourner vers l'investissement en Afrique. Et je pense que c'est ça aussi qui est vraiment au cœur de nos discussions aussi aujourd'hui. Donc merci et vraiment bravo pour tout ce travail. Donc on rentre à peu près dans la dernière demi-heure de notre discussion, donc j'aimerais me tourner vers l'audience. On va encore entendre deux de nos panélistes pour encore d'autres commentaires de leur part, mais si vous avez des réflexions, des questions, préparez-les. Hold on that thought. Comme ça, je vais vous donner la parole bientôt. Mais d'abord, j'aimerais, avant de le faire, me tourner à nouveau vers Safa. Donc de la Banque africaine de développement. Donc on sait qu'on est aussi dans un monde un peu compliqué à beaucoup d'égards, notamment il y a ce qu'on appelle la crise du financement pour le développement, c'est-à-dire que la capacité de la communauté internationale à mobiliser des fonds pour des actions de développement durable pour les pays qui en ont besoin est de moins en moins importante. Donc la question justement de la financiarisation est vraiment au cœur en fait des problématiques à l'heure actuelle. Et qu'est-ce que ça veut dire justement quand on parle de financiarisation du développement en lien justement avec le potentiel de la migration. Donc comment vraiment faire que donc les instruments que vous décriviez tout à l'heure, comment on peut faire qu'ils soient crédibles justement pour les investisseurs de la diaspora? Comment faire qu'ils pensent que c'est pour faire qu'il n'y a pas que le Nigeria à la fin, comme disait Gibril tout à l'heure, qui fasse qu'on peut avoir des diaspora bonds qui réussissent. Pourquoi on ne peut pas avoir ce système vraiment beaucoup plus répandu dans d'autres pays? Qu'est-ce qui manque pour l'instant pour qu'on ait cet effet d'échelle et cet effet transformatif?
Merci beaucoup, Cécile. Donc, bon, tout d'abord, je tiens à rappeler quel est le rôle de la Banque africaine de développement. Tout le monde peut-être connaisse la banque en tant qu'un financier, qu'un partenaire de développement, mais principalement à travers les prêts concessionnels que la banque apporte au pays pour implémenter des projets d'infrastructure, des projets de développement social, ainsi de suite. Mais au-delà de ce rôle de partenaire financier, qui est vraiment notre mandat principal, la BAD a d'autres instruments, a une panoplie d'instruments financiers, mais aussi la BAD apporte aussi l'assistance technique. Donc la BAD, pour assurer la crédibilité par exemple, peut aider les pays à travers des assistances techniques qui peuvent permettre de structurer ces mécanismes pour l'investissement à la diaspora. Et de plus, du bras concessionnel, comme on l'appelle à la BAD, le bras concessionnel, on a le bras non concessionnel. La BAD peut aussi intervenir dans le secteur privé. Donc, à travers, par exemple, des facilités de garantie ou bien des facilités ou bien des lignes de crédit que la banque peut accorder aux institutions financières locales, permettant à ces institutions financières de donner des crédits à la diaspora et pour investissement à la diaspora. Par rapport aux diaspora bonds, la BAD aussi apporte ce qu'on appelle en anglais le Partial Credit Guarantees, et c'est un instrument qui peut permettre au pays d'émettre des bons, des diaspora bonds, sur le marché international à des prix compétitifs avec la garantie de la banque. Donc ça nous permet vraiment de lier les fonds de la diaspora avec les investissements publics. Au-delà de ces instruments financiers, vraiment on a une grande panoplie, comme je l'ai dit, des garanties, des garanties de transactions, des garanties partielles. Au-delà de ça, je pense que la BAD peut aussi apporter une réponse, même partielle, aux défis qui ont été soulevés par Ahmed. Étant donné que la BAD peut connecter la diaspora à l'effort du développement du pays, à travers des projets de développement. Alors, je vais prendre un exemple très fictif ici. Supposons que la BAD finance un projet ferroviaire en Tunisie et dans une zone particulière, et avec l'approche de la BAD d'avoir un processus de développement intégré, la BAD peut connecter les fonds de la diaspora pour financer des activités ou bien des composantes du projet qui, au-delà de l'infrastructure principale, peuvent permettre le développement local de la zone. Ici, je peux penser par exemple à comment ces ressources pourraient soutenir les créations des plateformes logistiques locales, le développement des petits pôles économiques, afin de permettre de promouvoir le développement du contenu local. Ainsi, cette approche va permettre de relier les efforts de développement dans un pays bien donné avec les fonds de la diaspora, et la diaspora va se voir contribuer au développement local, pourquoi pas à leur zone d'origine, non seulement à leur pays d'origine, mais aussi à l'effort du développement de tous les pays. Autre chose que la banque peut faire effectivement, c'est de connecter la diaspora tunisienne, si elle veut investir au-delà du pays, dans des chaînes de valeur continentales. Donc la banque a ces mécanismes et a cette bonne connaissance des différents investissements privés ou des chaînes de valeur, du développement des chaînes de valeur dans d'autres continents, mais aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire connecter la diaspora africaine pour investir, par exemple, dans des projets de développement pour la Tunisie ou bien dans le développement des chaînes de valeur en Tunisie. Voilà, merci beaucoup Cécile. Merci infiniment Safa. Donc on voit vraiment effectivement le pouvoir justement de lier une banque d'investissement pour le développement comme la vôtre à la question effectivement de la mobilisation des diasporas. Et je pense que ce pouvoir, on est juste au début de l'explorer. Donc c'est extrêmement très excitant vraiment ce que vous faites. Et sachant qu'il y a aussi d'autres banques de développement régionales qui sont aussi dans cette démarche dans d'autres parties du monde. Donc merci infiniment.
Mais justement, Gibril, j'aimerais rebondir un peu là où on était à l'instant avec Safa, quand on parlait de chaînes de valeur à l'échelle du continent africain. Parce qu'effectivement, c'est peut-être ça l'ambition ultime. C'est comment on sort de corridors migratoires spécifiques pour aller vers une ambition de développement à l'échelle du continent africain qui passe donc par des chaînes de valeur. Et comment on pourrait faire, à votre avis, Gibril, pour relier les petites initiatives? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais comment on peut les mettre à l'échelle? Qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle pour qu'on puisse vraiment parler d'un développement à l'échelle continentale grâce et à travers la mobilisation des diasporas africaines? Thank you very much. I think even with those small initiatives, I don't think there is enough of it happening. So that's the first thing. Ahmed is absolutely right. The diaspora resources that are needed, it's all of its resources, not just its financial. So that means its knowledge, its skills, the friends of the diaspora, and everything else it can bring. 8 years ago, the world agreed a framework called the Global Compact on Migration, and IOM is the coordinating UN agency for it. Next week, there would be the second review in New York, whereby countries are reporting. In that framework, Section 19 and Section 20 in particular have got a long list of particular frameworks and mechanisms, including some we've discussed here, that countries can take up. The fact is, of what's available, we're not using them enough. So that's the first point. So if I had any power and was going to ask anybody to do anything, I would say, even don't innovate anything, just do this bit, and we would advance. But with many frameworks that exist, as they say, the possible, we must totally dominate. But we must also imagine harder things that have bigger impact. And I'll give you the example of the Indian diaspora and the whole creation of a multi-billion, perhaps $1 trillion industry in Bangalore. And that also is coming from a well-known economic concept, that is development through the cluster methodology. You bring together experts in one field, and they would open up so many things. Right now, the whole world of multimedia is dominated. Right now, we are in the era of the PayPal cluster. 40 years ago, it was the Intel cluster. In Bangalore, you have the IT Indian diaspora creating a whole economy. In Africa, we haven't done that yet. We have some countries where experts like Ahmed who work there are particular countries, for example, in aeronautics. They're taking their diaspora who are working with these big global companies, have managed to bring them in. So imagine countries then thinking of strategic opportunities they have in mind, and then thinking of which specific areas they want to propel. And for Africa, we also have the African Union, which considers the diaspora as its 6th region. So when we're thinking of a diaspora as a big mechanism for these transformative changes, yes, we can think of Africans outside of Africa, but the Senegalese who are in DRC Congo although they are in Africa, but still that Senegalese diaspora within Africa. So that inter-Africa connection and the use of the diaspora is powerful. And we also have another framework, the African Continental Free Trade Act, which gives us that mechanism. We haven't seen, on paper, diaspora is supposed to be integrated in there, but
we haven't seen the action. So my message is effectively to spend less time theorizing more on what to do and spend lots more time on creating practical mechanisms based on his work. And finally, just to show the power of how this have worked, it's been tried and tested. The first time, sometimes the diaspora are a bit hesitant and reluctant. You mentioned sometimes even angry, because sometimes people become diaspora because they were not happy with their country to begin with. So you have to find mechanisms to bring them in. The first structured program globally to do that was UNDP's Top 10 program in 1974. That's a long time ago. And it was targeting the Turkish diaspora in Germany to bring them. So what do you do if there's a degree of hesitation for the diaspora to come back in a particular sector? You incentivize it, you create pilot scheme. I am aware of two particular ones. I'm on the board of what's called the Carnegie African Diaspora Fellowship Program, which took over 10 years, 750, this one was on academics, 750 African scholars were given fellowships to go to Africa. And each one of them, when you go, they would do far more than was expected. In small Gambia, where we also pilot this thing, I've run a program there where we've sent 54 Gambian fellows from universities in Ivy League to a master drummer to go back to Gambia, and for each euro that you've given them as incentive, they would bring back minimum 10. And in some cases, if you are lucky, they would open up whole new industries for the country. Thank you. Merci infiniment, Guy. Donc effectivement, de nous rappeler qu'on a beaucoup d'instruments qui sont existants et dont on ne profite pas complètement, malheureusement. Donc vraiment, comment on intègre cette question de l'engagement de la diaspora, tout d'abord dans la question de la gestion de la migration en tant que telle. Donc comment effectivement ces politiques publiques puissent vraiment favoriser cette mobilisation de la diaspora et ne pas la bloquer, d'une part. Et puis voir effectivement l'intégration régionale. Je pense que c'était très intéressant ce que vous disiez, Guy, par rapport au fait que à l'échelle continentale, il y a un certain nombre effectivement de zones d'économie connectées, et comment on fait que la diaspora puisse être vraiment au centre comme le moteur finalement pour connecter ces économies dans l'espace continental africain. Donc beaucoup d'instruments et beaucoup de travail devant nous. On doit moins théoriser et passer plus à l'action. Donc je crois que c'était un message très très clair. Guy Bril, merci infiniment pour ça. Donc nous avons maintenant, on va dire un petit quart d'heure pour interagir avec vous. Donc si on veut que le maximum de personnes puissent intervenir, ça veut dire que vous devez garder vos interventions extrêmement courtes et les diriger directement vers quelqu'un du panel. Donc je vois, nous avons une main ici levée, une autre main ici. Donc voilà, on a deux mains pour l'instant. Donc si on pouvait faire circuler les micros. Voilà, on va commencer par monsieur ici, s'il te plaît, Boubacar. Ah d'accord, tu as décidé là-bas. Très bien, Boubacar. Okay. Je vous en prie, monsieur, on viendra à vous juste après. Mes excuses. Oui, bonjour, messieurs, dames. Je suis donc Mohamed Chakchouk, consultant en développement des exportations, et je suis très heureux d'être parmi vous, tombé dans cet apport pour la BAD, parce que la BAD, je pense, a un très grand rôle à jouer dans le futur de notre continent. La question que je voudrais poser, est-ce qu'il est prévu, et j'ai entendu plusieurs instruments, à comment développer l'économie sociale et solidaire un petit peu partout dans les pays africains. Et surtout, je voudrais attirer votre attention, parce que la Tunisie étant géographiquement très proche, le point le plus proche de l'Europe, ce qui fait qu'on a beaucoup de compatriotes de l'Afrique subsaharienne
qui viennent s'installer en Tunisie en attendant d'aller vers l'Europe. Et je pense que la Tunisie aurait un rôle à jouer de former, en attendant, avec la BAD et avec l'Union européenne, de former ces gens-là à des métiers, dans le cas où l'Europe, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, ou dans le cas où ils vont en Europe, ou alors ils retournent dans leur pays pour créer cette chaîne de valeur ou de travail auquel la Tunisie aurait participé à cette formation. Merci. Oui, on va prendre 2 autres questions et puis après je me retournerai vers le panel. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, je me présente rapidement. Anas Arab, fondateur de l'agence Lisa Digit, qui est spécialisée dans la transformation dans le soutien pour la transformation digitale et notamment dans le secteur culturel. Ma question est, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que la FIPA ou la BAD n'investissent pas suffisamment dans la culture et le patrimoine? On ne voit pas ce sont des secteurs complètement absents, alors qu'ils sont fondamentaux dans le développement de beaucoup d'autres secteurs. Peut-être que la rentabilité n'est pas immédiate, mais je pense notamment au secteur du tourisme, et le tourisme culturel qui concerne énormément les pays africains. On aime bien puiser dans le tourisme et l'utiliser pour le développement économique, mais son fondement qui est culturel et patrimonial, là, les financements sont vraiment très absents, pratiquement absents, hein, proportionnellement parlant par rapport à d'autres investissements. Et je pense ici notamment à la diaspora, parce que la diaspora est toujours cherche une connexion culturelle avec leur pays d'origine, et généralement ils investissent assez, ils sont partants pour investir dans de la culture et le patrimoine. Donc je voulais savoir s'il y a des projets orientés dans ce sens-là, et s'il y a cette vision, et si cette vision est suffisamment présente, notamment chez la FIPA et la BAD, et comment elle est abordée en fait. Merci infiniment. Très bonne question. Effectivement, la question culturelle est absolument passionnante. Et donc voilà, on va prendre maintenant la dernière question avec monsieur, si vous pouviez vous présenter. Monsieur. Non, on va prendre 3 questions pour l'instant. Je regarde le temps. Merci. Ali Fqih, je suis consultant. Je pense que les 3 pôles sur lesquels repose un projet et qui conditionnent le succès de ce projet sont essentiellement l'idée, le financement et le management, si vous voulez. Donc ces 3 pôles doivent être réunis pour que le projet puisse réussir. Or, des fois, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Et par exemple, nos concitoyens à l'étranger reviennent très souvent dans le pays avec beaucoup d'argent. Ils veulent investir cet argent-là plutôt que si vous voulez, dans des projets, plutôt que dans le bâtiment, dans les constructions. Mais ils ne trouvent pas des gens sur qui compter pour pouvoir leur confier la réalisation du projet. Donc, ces 3 pôles existent, mais ils sont séparés. Il faut trouver une structure qui puisse réaliser cette coordination. Nous avons entendu aujourd'hui qu'il y a plusieurs structures qui s'intéressent d'une manière, si vous voulez, plus ou moins efficace à cette coordination, mais je pense qu'on aurait intérêt à créer une structure indépendante qui serait jugée précisément sur l'efficacité de cette coordination. C'est-à-dire, elle aurait comme output, comme raison d'être, de réaliser cette coordination entre les 3 pôles du triangle, parce qu'un système vaut plus que la somme des parties. Il y a 3 éléments, mais il n'y a pas cette jonction, cette coordination entre les différents pôles. Merci infiniment, monsieur. 3 questions extrêmement intéressantes, je trouve, donc que j'aimerais livrer aux membres du panel. Donc, il y avait des questions spécifiques pour toi, Safa, aussi pour monsieur le directeur général. Mais je pense que tous nos panélistes pouvaient y répondre. Donc, peut-être, Safa, si tu veux commencer. Oui, merci beaucoup pour ces questions qui sont très pertinentes. Je vais commencer par répondre aux questions adressées à la BAD. La première concernant l'économie sociale et solidaire et la formation des compatriotes africains qui immigrent ou bien qui souhaitent émigrer vers l'Europe mais qui sont ici en Tunisie ou peut-être pour le retour. Pour commencer, la BAD travaille sur le secteur social et l'économie sociale et solidaire, effectivement.
Nous travaillons avec le gouvernement tunisien, étroitement avec le gouvernement tunisien, si je reste focalisée sur la Tunisie, à travers des produits de savoir. On commence toujours nos réflexions par des produits de savoir. Par la suite, ces produits de savoir nous permettent d'identifier des projets pipeline, mais c'est le gouvernement qui doit s'adresser à la banque, parce que la banque, en tant que financier, l'action est demand-driven. Donc, c'est quand le gouvernement s'adresse à la banque par une demande de financement, c'est en ce moment-là que la BAD vient appuyer cette demande-là. Donc, là aussi, je réponds à la question de mon collègue, du collègue sur pourquoi on investit très peu sur les activités culturelles ou le tourisme. Donc, là encore, si c'est un investissement de la BAD, particulièrement, ça doit être demandé par le pays. Toutefois, ce que nous faisons dans le cadre de tous nos projets, c'est identifier ces aspects qu'on appelle des aspects connexes au projet d'infrastructure, au projet de développement, ainsi de suite, pour voir dans quelle mesure on les intègre dans les projets en tant que composantes qui peuvent accompagner le développement intégré de la région. Donc c'est l'approche que la banque essaye de promouvoir de plus en plus, aussi bien avec nos partenaires qui sont les gouvernements, mais aussi avec nos partenaires, les PTF. Par rapport à la formation, donc c'est vraiment très intéressant et nous commençons une réflexion effectivement sur comment faire une formation. Pour l'instant, on n'a pas vraiment ciblé les migrants, que ce soit africains ou non, mais comment faire une formation pour favoriser la migration régulière, former les Africains, peu importe les Tunisiens ou les migrants de l'Afrique subsaharienne, pour répondre à une demande très ponctuelle, par exemple en termes de green jobs de la rive sud de la Méditerranée. Nous sommes en pleine réflexion comment développer ce genre de formation pour favoriser la migration régulière et éviter bien évidemment les risques de la migration irrégulière. Merci. Merci infiniment. Peut-être si vous vouliez prendre la parole aussi, Monsieur le Directeur Général. Oui, tout d'abord, l'encadrement des Tunisiens à l'étranger, en tout cas la diaspora ou les compétences tunisiennes à l'étranger, relève certainement des prérogatives du ministère des Affaires étrangères et de la migration et des Tunisiens à l'étranger, mais également avec la complicité ou en tout cas la contribution de plusieurs organismes qui sont très actifs dans les pays de résidence, notamment l'OTE, l'Office des Tunisiens à l'étranger, et l'Office des Tunisiens à l'étranger déploie beaucoup des efforts en matière sociale, mais également même en matière économique et même en toute matière confondue. En tout cas, ils essayent d'avoir une database sur les compétences tunisiennes à l'étranger, sur les Tunisiens vivant à l'étranger, pour les encadrer, pour assurer donc leur retour et leur contact avec le pays d'origine, la Tunisie, dans les meilleures conditions. Il y a également le réseau des représentations économiques tout azimut à l'étranger, certainement la FIPA, les bureaux de la FIPA à l'étranger qui sont réellement en contact direct avec nos Tunisiens. S'il vous plaît, attention, s'il vous plaît, un peu d'attention. Désolé, madame. Je pense que le volume sonore monte dans la salle parce qu'on arrive à la fin de nos débats, effectivement. En tout cas, je vais directement, je continue. Il y a le réseau des bureaux des représentations de FIPA à l'étranger qui sont étroitement en contact avec, en particulier, les compétences tunisiennes à l'étranger, et on essaye de les encadrer dans le volet économique, dans le volet investissement, dans le volet contact avec les entreprises étrangères qui sont ciblées. Il y a aussi tout le réseau de la CEPEX, de l'ONTT, en tout cas d'autres organismes qui déploient beaucoup d'efforts pour toucher et cibler les Tunisiens à l'étranger. Donc je pense qu'il y a certainement, c'est pas la peine donc de créer davantage de structures. Je pense que les structures présentes font le boulot, font le travail, et je pense peut-être certainement il y a plus d'intérêt d'avoir une coordination avec la tutelle, avec les ambassades, mais je pense que déjà il y a un début de travail.
pour l'investissement dans les industries créatives, dans les industries donc, culturelles. C'est également un axe donc, stratégique dans la politique de promotion de l'investissement, certainement. Il y a des secteurs qui ont plus d'intérêt pour les investisseurs étrangers, naturellement les composants aéronautiques, les composants automobiles, le textile, l'habillement, et j'en passe, mais également les industries culturelles et créatives sont aussi au cœur de l'intérêt de la FIPA, et on aspire à avoir une Tunisie comme plateforme pour la créativité. Vous savez que maintenant, la création artistique, ça repose certainement sur la créativité, mais également sur l'engineering, sur la maîtrise des outils informatiques en particulier. Et vous savez très bien que la Tunisie il y a beaucoup de réussites. Et vous savez aussi que l'industrie cinématographique était un succès. Et vous savez que le tournage de beaucoup de films, beaucoup de feuilletons fort connus dans le monde ont eu lieu en Tunisie. Et on aspire vraiment à revoir la position de la Tunisie pour l'attractivité dans ce domaine. Et je pense qu'on est toujours attirant, on est toujours attractif. Et donc le tournage de films internationaux, donc la dernière saison donc du mois de Ramadan avec MBC, avec plusieurs, certainement vous connaissez, prouve l'intérêt grandissant de la Tunisie comme plateforme donc, pour le tournage, pour la conception de ces industries. Et la semaine prochaine en particulier, je vais recevoir une délégation de très haut niveau donc, dans ce domaine, et certainement avec les professionnels, avec les fédérations concernées, on est ouvert, que ce soit la TIA, soit la FIPA, pour développer davantage ce secteur particulier. Merci. Merci infiniment. Donc là, on est vraiment dans les toutes dernières minutes de notre panel. Donc je voulais vraiment me tourner peut-être vers Djibril Ahmed, si vous aviez des mots de la fin, très courts, que vous souhaiteriez partager. Yes, merci encore. En fait, à mon avis, parce que comme je vis entre l'Europe et la Tunisie, et je vois ce problème migratoire en fait de plus en plus inquiétant pour l'Europe, mais aussi pour la Tunisie, comme en fait vous le savez. À mon avis, une solution fondamentale pour tout ça, c'est vraiment d'investir dans les projets portés par les talents de la diaspora dans leur pays d'origine, de leur faciliter en fait la création d'emplois dans des domaines beaucoup plus résilients. Bon, j'adore le tourisme et l'agriculture, mais c'est des domaines malheureusement très fragiles qui peuvent être impactés par malheureusement, comme ce qui s'est passé avant, par un événement en fait singulier. Et du coup, l'idée c'est comment promouvoir plutôt des jobs en fait plus en fait durables et voilà pour les talents basés en fait en Tunisie, mais aussi pour en fait vous savez la Tunisie accueille beaucoup aussi d'étudiants très qualifiés africains, donc il y a moyen en fait à mon avis de créer en fait plus de jobs et plus d'opportunités que ce soit aux Tunisiens et aux Africains dans leur pays d'origine en appuyant les initiatives et projets développés par la diaspora. C'est une solution fondamentale plutôt que juste leur filer de l'argent ou voilà. À mon avis, il faut aller plutôt dans ce sens. Et merci encore pour l'invitation. Merci infiniment. Djibril, last pearl of wisdom from your side. On cultural industries, IOM studies have confirmed that diaspora tourists spend more than general tourists, number one. Number two, consumption of traditional foods in the diaspora is opening up a whole new area of exportation from countries of origin. And number three, one skilled diaspora expert who happens to be a footballer is worth hundreds of nurses financially. Thank you. Excellent. It's really nice statistics to end on. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient poser des questions. Je suis désolée, on est arrivé à la fin de notre panel. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à vous rapprocher des différents panélistes, parce qu'on doit effectivement rendre la salle maintenant. Donc simplement, je voulais vraiment vous remercier très sincèrement, parce que je pense que c'était vos différents points de vue, à la fois en tant qu'acteur institutionnel, acteur du financement international,
entrepreneur et membre effectivement de la société civile au niveau à la portée internationale, nous a démontré effectivement le pouvoir de la diaspora pour le développement du continent africain. Je pense que vous nous avez donné des pistes très très claires, très précises de ce qui doit être fait. On a maintenant un chemin tracé. Et je pense que vraiment, en s'appuyant justement sur aussi les commentaires que vous avez faits dans la salle, on voit l'engagement et la prise de conscience vraiment de ce potentiel. Donc merci à tous une fois de plus pour votre attention. Merci à nos panélistes. Et puis, comme on le disait, c'est vraiment un chemin qui se poursuit et qui demande de chacun d'entre nous. Donc merci et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie pour l'excellente modération et surtout le respect du timing. On est pile poil. Merci aussi à tous nos panélistes. Je vous prie, chers participants, chers présents, je vous prie de garder vos places parce qu'on va passer directement à la cérémonie de signature des conventions.